Chers collègues, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis ravie de rejoindre ce séminaire encore une fois. Et aujourd'hui, je voudrais dédier ma présentation à la politique monétaire et budgétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'il faut coordonner cette politique? Et ça sera bien d'avoir un outil qui va dominer cette politique. Et d'abord, je voudrais faire un commentaire sur la régulation macroéconomique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la crise. Objectivement, les postulats de la science macroéconomique pour la politique monétaire et pour la régulation budgétaire sont obsolètes pour aujourd'hui. Et la crise qu'on voit dans l'économie globale et dans les économies nationales, c'est la preuve de cela. Et en fait, les théories traditionnelles et en fait, les postulats en ce qui concerne la dominance de tel ou tel outil par la régulation macroéconomique, aujourd'hui, on peut questionner cela aussi. Je voudrais présenter la situation en Arménie et si on essaie de répondre globalement à la question pourquoi aujourd'hui l'économie d'Arménie n'est pas seulement pas une économie développée, on ne peut pas même l'appeler l'économie en voie de développement parce qu'il y a trop de problèmes structurels profonds. Bien évidemment que notre économie utilisait les outils de l'époque de l'Union soviétique pendant longtemps et ces outils ne sont pas adaptés aux économies transitoires. Et comme ces outils ne sont pas tout à fait en coordination au processus de notre économie, notre politique par rapport à l'économie a changé, le monde a changé, l'économie globale a changé, on peut dire que de le point de vue de la régulation et des mécanismes de régulation macroéconomique qu'on a aujourd'hui sont vraiment obsolètes. Donc ici, il faut procéder à l'analyse de notre économie, voir les problèmes qu'on a et tirer les conclusions. Ma présentation d'aujourd'hui va présenter les recherches en deux parties. La première partie concernait la coordination de la politique monétaire et budgétaire en Arménie. Là, on voyait la période jusqu'au 2020 et je pense que oui, c'est logique de voir les périodes avec cette division. Et là, je vais présenter les conclusions. Donc, si on prend le côté théorique, on a trois approches macroéconomiques à la politique monétaire et budgétaire. On peut les coordonner si notre objectif est la croissance économique et la richesse de la population. On peut en fait prioriser un de ces outils et on va avoir la domination monétaire et budgétaire. Et on pense que peut-être la domination monétaire est préférentielle, comme cela la Banque centrale est indépendant de la politique budgétaire et cela va donner la stabilité macroéconomique. Et je pense que pendant les dernières 30 ou 40 années, la science économique et les recherches empiriques, l'expérience des différents pays vont dans cette direction plutôt. Donc, on priorise la domination monétaire. Et la troisième option, c'est en fait l'indépendance de ces deux domaines l'un de l'autre. Et je pense que dans la plupart des cas, on voit exactement ça. On ne voit pas de coordination des politiques fiscales et monétaires. Et ici, bien évidemment, on parle des économies pas complètement développées. Si on prend le cas
d'Arménie, on a vu la coordination des politiques fiscales et monétaires. Vous voyez les conclusions sur le diapo. Ce qu'on a identifié, oui, pardon, voilà, c'est le diapo dont je parle. Donc, on a vu qu'en Arménie, cette coordination entre ces deux politiques est absente, au moins dans le sens théorique et aussi dans le sens pratique également. Avec ces deux outils, on peut viser assurer la croissance économique, mais en même temps, on peut les utiliser pour ajuster la politique fiscale et ce qu'on fait. Donc ici, on a mené les différents types d'analyses, y compris l'analyse statistique. On a étudié beaucoup de paramètres macroéconomiques et ces paramètres n'étaient pas liés. Je pense que c'est parce qu'on utilise ces indicateurs pas dans le cadre de méthode du marché. Une des conclusions c'est qu'en Arménie, c'est la politique monétaire qui domine. Et avant que je passe à l'analyse, je voudrais parler des raisons profondes pour cela. À mon avis, pendant assez longtemps, on est sur la voie dans la voie de croissance, mais on essaye de survivre. On n'essaye pas de soutenir les entreprises et la population. Ce qu'on essaie de faire, en fait, dans le cadre de notre politique fiscale, on essaie de survivre, on essaie d'assurer les revenus. Donc, il n'y a pas d'action conséquente, il n'y a pas de vraiment séquence logique d'action et bien évidemment que cela est expliqué, c'est pas expliqué par une situation favorable. Arménie est en train de travailler et gérer beaucoup de problèmes et c'est pourquoi on mène cette politique qui nous permet de survivre, mais vraiment c'est une situation très difficile. On priorise la dette gouvernementale et les autres problèmes, et c'est pourquoi notre politique monétaire est soumise à cela. On ne dit pas que c'est fixé dans la loi de notre pays, bien évidemment que selon notre législation, la Banque centrale est indépendante, mais beaucoup de problèmes de la politique monétaire sont résolus par la Banque centrale. Donc ici, j'ai présenté les mécanismes principaux qu'on utilise et maintenant je voudrais citer les exemples pour illustrer ce qui se passe. Donc, les outils principaux utilisés par la Banque centrale, c'est bien évidemment il comprend l'inflation. On a fixé l'inflation, on maintient l'inflation au niveau de 4% avec l'erreur de 1,5%. Donc, c'est l'objectif et à cause de cet objectif, on mène la politique contraignante de le point de vue de la régulation monétaire. Comment est-ce que ça influence la politique fiscale? Bien évidemment, comme ça, on peut gérer la consommation publique. Donc, comme cela, on peut gérer l'inflation et bien évidemment que le gouvernement d'Arménie essaye de faire ça. Le taux d'échange de la monnaie nationale, c'est bien évidemment un des outils principaux pour la Banque centrale. Et de la point de vue de la politique fiscale, il est clair que le taux d'échange de dirhams influence le montant
de la dette externe, pas qu'en Arménie, dans les autres pays également. Et bien évidemment, quand dans un pays, on voit la domination de la dette gouvernementale, pendant la dernière décennie, on essaye de augmenter la dette interne et pas tellement la dette externe. Mais comme le système est dépendant de la Banque centrale, cet outil est utilisé, oui, pour plutôt utiliser la dette interne. Donc, de le point de vue du gouvernement, cela est fait pour obtenir les résultats positifs pour le bien, mais en même temps, on peut dire que cela ralentisse la croissance économique. Et bien évidemment qu'on a des facteurs externes, même si deux fois on voit les facteurs positifs, comme par exemple on voit ça par les résultats des 2 dernières années, on voit la croissance économique en 2 chiffres. Depuis 2008, on essaie d'augmenter la consommation publique parce qu'on était en récession. Avant, on n'avait pas de croissance économique, au moins au niveau détectable, et c'est pourquoi l'administration publique a augmenté la consommation publique pour stimuler le PIB, ce qui est logique. Et en même temps, si on voit la structure de cette consommation, de ces dépenses, et je vais vous présenter les chiffres absolus, et là vous allez voir les dépenses plus clairement. Donc on a des dépenses sociales, bien évidemment qu'on a des dépenses militaires, des dépenses de défense, mais ça c'est un article fluctuant. Et généralement, on peut dire qu'on est en train aussi de stimuler la consommation via la protection sociale, l'éducation ou les autres secteurs. Ce qui n'est pas présenté ici, je n'ai pas présenté tous les détails ici parce que ça pourrait faire ma présentation trop longue, mais oui, ce qu'on voit aussi, c'est la réduction des dépenses pour l'éducation, la culture, la santé. Je vais montrer cela. Maintenant, en ce qui concerne la dette publique, la dette extérieure de la République de l'Arménie était en train de croître pendant des années, surtout après 2008. On a perçu les répercussions, les conséquences de cette crise via l'économie de la Russie, mais voilà, ces conséquences sont présentes pour le secteur financier et pour le secteur réel. Et ici, bien évidemment, le taux d'échange de drame est très important, pas seulement pour le gouvernement, mais pour la dette externe également. Donc, si drame se déprécie, cela rend notre dette extérieure plus haute. Donc, c'est pourquoi pas seulement le budget, mais aussi le système bancaire est dépendant de ce taux d'échange. Si on voit la structure de la dette gouvernementale par rapport au PIB, et ici on parle des objectifs de la politique budgétaire, donc ici vraiment on voit cette dépendance entre le taux d'échange de drame et la dette extérieure. Et pendant les 10 dernières années, on mène cette politique en continu. Et les outils qu'on utilise pour augmenter la dette
internes sont assez artificielles et je pense qu'elles peuvent en fait endommager l'économie. Le renforcement de drame n'est pas seulement lié à la politique budgétaire. On voit bien évidemment les relations actives avec la Russie et on a vu des effets positifs pendant les dernières années, mais en long terme, ça peut être dangereux. Du point de vue du système financier et comment la Banque centrale influence la politique monétaire, normalement, notre marché de bourse est principalement dominé par le gouvernement et par les obligations d'État. Et beaucoup d'entreprises, ils gardent leurs avoirs dans une obligation d'État. On a aussi réformé notre fondation et on a réformé notre fonds des pensions et le fonds de retrait. Et comme ça, on a aussi essayé de gérer cette situation. On a toujours les questions pour la structure actuelle de fonds de pension et d'épargne, mais peut-être cela mérite une autre présentation. Donc, parlons des objectifs fiscaux. Ici, vous voyez la structure globaux des fonds de pension obligatoires et les obligations d'État prennent au moins un tiers de ces fonds. Alors, moi, je l'appellerais domination fiscale. Et cette domination fiscale a des conséquences négatives sur la croissance économique à long terme. Parce que si on regarde le court terme, parfois on voit de temps en temps des éléments d'impact positif, mais ce sont des améliorations assez temporaires du point de vue de la croissance économique. Mais si on regarde plus profondément, on va comprendre que pour chaque période de croissance économique, la plus forte de 2003 à 2007 et aussi la période la plus récente sont conditionnées par des facteurs exogènes, surtout conditionnés par l'impact de l'économie russe. Alors en 2003-2007, il y a eu beaucoup d'investissements des capitaux russes dans le secteur de la construction. Et donc, pardon. Voilà, c'est à peu près la même histoire qu'on peut constater aujourd'hui. Il y a un influx des capitaux, des personnes qui ont bien sûr des conséquences positives, mais ce sont des conséquences à court terme qui sont normalement associées à des conséquences négatives à long terme. Que peut-on dire de la politique de dissuasion en termes de fisc? Alors tout d'abord, c'est l'augmentation de la charge fiscale. Et si on peut regarder le graphique, et on peut voir cette croissance des revenus fiscaux par rapport au PIB. Donc, on est en train d'augmenter de manière continue le fardeau fiscal, la charge fiscale et la plus grande partie de ces impôts est assez bien distribuée entre les personnes physiques et les personnes juridiques, donc les entreprises.
mais le système fiscal cible surtout les personnes physiques, ce qui est typique pour les pays où la gestion fiscale n'est pas très bonne. Alors, si on regarde cette proportion entre les revenus fiscaux et la charge fiscale, on peut voir que comparé à d'autres pays, même aux revenus moyens, on peut dire que l'Arménie a un chiffre très élevé de la charge fiscale, ce qui sans doute empêche la croissance, le développement économique et produit un effet de dissuasion, de restriction. En ce qui concerne les changements fréquents de la législation fiscale, les réformes fiscales, je ne pourrais pas le démontrer en chiffres, mais pour moi, c'est quelque chose, encore une fois, qui empêche beaucoup le développement économique quand on a des réformes trop fréquentes. Surtout, considérant que la plupart de ces réformes ne visent pas des objectifs stratégiques, mais sont là pour résoudre des problèmes ponctuels, par exemple le déficit budgétaire d'une telle ou telle année. Et c'est un peu le mode de survie qu'on adopte avec ces réformes. Donc ici, nous avons quelques chiffres, quelques indicateurs, et nous avons chaque année une croissance de 3% de la charge fiscale. En ce qui concerne la politique de dissuasion en dépenses, bien que les dépenses d'État sont en croissance constante, on peut dire que pendant les 15 dernières années, après le pic de 2008 lié à la crise, qu'on ne peut pas considérer à pied d'égalité avec les autres périodes, mais à partir de cette année-là, on a à peu près le même chiffre stable, donc des dépenses par rapport au PIB. Mais si on regarde la structure de ces dépenses, on peut voir que les éléments qui ont la nature de long terme sont en décroissance, leur part et les chiffres absolus pour ces éléments, et donc d'où les résultats négatifs qui ont un effet de dissuasion. Donc d'une part, on va stimuler l'économie par l'augmentation des dépenses d'État, mais on va en même temps réduire les dépenses qui peuvent stimuler vraiment, ce qui donne des effets à court terme, mais pas des effets à long terme. Alors, l'inflation, le ciblage de l'inflation, je pense que c'est quelque chose dont je parle assez souvent. Pour les pays en développement, c'est un mauvais choix pour la politique macroéconomique parce que ni notre système financier, ni notre secteur réel ne sont pas prêts à mettre en place ce type de politique. Normalement, c'est quelque chose qu'on essaie d'imiter et le FMI considère cette approche comme une approche allégée par rapport à d'autres pays, mais comme cette approche est fondée sur la conservation de la stabilité macroéconomique, nous essayons de maintenir, de préserver la stabilité qui n'est pas la bonne stabilité. Ce qui veut dire qu'à partir de 2006, notre encre nominale, comme j'ai montré, était à 3% en 2006. On l'a considéré comme trop bas. Et à partir de 2006 et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé l'objectif. Alors, si on regarde les indicateurs moyens, on dirait que c'est assez bas. L'inflation en Arménie n'est pas très stable, ce qui produit des effets un peu indésirables parce que cela mine la stabilité. Et comme nous avons besoin d'atteindre cet objectif, on applique la politique de l'argent cher, donc avec le taux directeur qui va augmenter. Et l'effet de cette approche, l'effet de cette politique n'est pas la stabilité, mais la déflation. Ça veut dire qu'on a trop fait. C'était un peu trop. Donc, pour la plupart des périodes qu'on voyait, soit on sort donc du passage, soit l'inflation est trop basse, ce qui, à mon avis, est encore pire que l'inflation haute. Donc, il y a des périodes de déflation qui, à long terme, peuvent produire des effets négatifs sur l'économie.
Alors ici, il y a une sorte de résumé en ce qui concerne ce lien entre les différents éléments. Et il y a les trois indicateurs utilisés par la Banque centrale comme des objectifs. Et si on considère les périodes de stabilisation ou dévalorisation de la monnaie nationale, on peut voir que ça correspondait au pic de la crise, mais l'inflation globalement est autour de 1-2%, et je pense que c'est trop bas pour une économie en développement, ce qui restreint la croissance économique pour le moment. Alors, si on considère la structure de la masse monétaire comme un des indicateurs à considérer, y compris par la Banque centrale, si on considère les différents types d'inflation en Arménie, on peut tout d'abord constater que on a de la déflation en 2023, par exemple. Donc, je parle des années récentes. Taux de croissance très élevé, même à 2 chiffres, mais la politique restrictive de dissuasion de la Banque centrale a produit de la déflation. En 2024, on a eu un niveau beaucoup plus bas de la croissance économique, alors que la masse monétaire était en train de s'accroître assez significativement. Et on comprend bien que la plus grande partie de cette masse monétaire n'est pas utilisée pour la consommation. Et au contraire, il y a une grande partie de croissance qui correspond à la croissance de la masse monétaire en monnaie étrangère. Les 5 dernières années à peu près, la Banque centrale essaie de dédollariser l'économie arménienne, mais on n'a pas encore atteint les objectifs parce que ça reste encore assez marqué. Les outils de cette politique de restriction, vous voulez dire quelque chose? Non. Нет. Il me reste 5 minutes, je pense. Alors, la norme de réservation qui a été appliquée pendant le pic de la crise monétaire en 2004, et cela a produit des effets négatifs sur la croissance économique qu'on témoigne jusqu'à aujourd'hui. La croissance économique qu'on observe aujourd'hui a seulement permis de restaurer un peu, mais pas totalement, la croissance des périodes précédentes. Et la politique de restriction à travers la réglementation monétaire, c'est tout d'abord la baisse artificielle de taux d'échange du drame. Et ici, il y a deux opinions différentes. Est-ce que c'est l'inflation trop petite ou le drame qui coûte moins? Qu'est-ce qui est le pire? Et je pense que laisser l'inflation se mettre en place, ce serait l'approche correcte il y a 10 ans, mais elle n'est pas adaptée aujourd'hui. On choisit une voie de caution, on essaie de soutenir le drame, ce qui veut dire réduire l'exportation, non seulement dans le cadre de l'intégration eurasique, mais sur d'autres fonds aussi, parce qu'il y a beaucoup de partenaires importants dans ce domaine. Et donc, la priorité est bien sûr plus du côté de stabilité du marché monétaire, ce qui résulte en des crises monétaires fréquentes qui frappent plus fort l'économie arménienne que les mêmes crises qui ont lieu en Russie. Donc, il faut dire que la plupart des crises que subit l'Arménie, ce sont des projections des crises subies par la Russie. Mais nous les vivons beaucoup pire que la Russie, non seulement parce que nous avons une économie plus faible et plus dépendante des facteurs externes, mais
parce que nous coordonnons notre politique dans le domaine de régulation financière et monétaire. Et voilà, nos crises. Ici, je voudrais juste vous démontrer si la crise en Russie a duré quelques mois et le rouble après a repris sa position. Alors, en Arménie, en 2009, le drame a chuté en un jour seulement. La différence de niveau aussi en 2014-2015 est beaucoup plus considérable. Ici, nous voyons la dynamique journalière qui démontre mieux ces chutes et ces hausses. Et je vois qu'à partir de 2020, nous avons un taux d'échange flottant qui n'est pas très stable. Il permet de corriger cette régulation financière monétaire, mais nous avons donné un peu plus de liberté à ce taux d'échange. Alors, en résultat négatif, par contre, c'est qu'on avait à un moment donné des flux de capitaux en l'économie et on aurait pu non pas stabiliser, non pas renforcer le drame tellement parce que cela produit sa dévalorisation. C'est tout de mon part. Merci beaucoup et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a donc des questions? Alors, j'ai beaucoup apprécié cette intervention. Je pense que c'était peut-être un lapsus, ou peut-être c'est votre opinion. Je ne considère pas que le monde est en train de vivre une crise. Le PIB global est de 2,8. Avant, les meilleurs chiffres, c'était 3,2. Donc, je ne dirais pas qu'on est en train de vivre une crise globale. Les pays suivent des voies de développement tout à fait différentes, mais ils sont en train de se développer partout dans le monde. Ce sont les pays de BRICS et tous les autres. Je ne dirais pas qu'il y ait une crise. Peut-être ce n'est pas une croissance ou quelque chose de particulier, mais c'est loin d'être une crise. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Là. Oui, je peux. Merci pour cette intervention. J'ai deux courtes questions. Alors d'abord, vous avez mentionné à plusieurs reprises le fait que à court terme, la Banque centrale doit prendre certaines mesures qui produisent des résultats négatifs à long terme. C'était vraiment quelque chose que vous avez répété à plusieurs reprises. Si ça fait mal à quelqu'un à long terme, alors qui bénéficie de ces mesures à court terme? Merci pour votre question. Alors, ce que je voulais dire, c'était la chose suivante. À court terme, on essaie de stimuler la consommation, surtout, et c'est le consommateur qui en bénéficie, voilà, parce que lui ou elle va augmenter sa consommation. Mais à long terme, c'est le capital humain, les innovations, l'éducation, la science qui souffrent, donc les éléments qualitatifs qui sont liés à ce bien-être. Voilà l'effet que j'essayais d'expliquer du point de vue du consommateur. À un moment donné, ce n'est pas un effet qui est permanent. Donc, il y a une sorte de restauration et après une baisse brutale. Alors, merci pour compléter ma première question. Si à long terme, la situation n'est pas très positive, alors à partir de la dynamique que vous analysez, est-ce que vous parlez là du futur très éloigné et qu'est-ce que le pays fera si cet avenir arrive et se met en place?
Alors là, je dirais que ces effets sont déjà présents. Si on regarde par exemple la structure de la croissance économique, la structure du PIB et d'autres facteurs qui ont déterminé la croissance en 2022-2023. La croissance réelle était conditionnée par la croissance du commerce intérieur. Donc, une partie de la population a vu ses revenus s'accroître. Il y a eu aussi dans le système financier, par exemple, 3-4% de personnes qui sont employées dans ce secteur. Donc, je dirais pas qu'il s'agissait de la croissance des revenus de toutes les personnes travailleurs, tous les travailleurs, mais voilà, c'est ça qui a conditionné la croissance économique et la croissance du PIB. Si on regarde le PIB par personne, on voit que voilà, c'est une croissance qui est tout à fait différente. De point de vue qualitatif, ce n'est pas la même chose que de point de vue des chiffres bruts. Merci. Bon. Est-ce que moi, je Oui, peux poser une question? Tu peux. J'ai les questions suivantes. Oui, il y a un flux de capital vers l'Arménie qui vient d'autres pays, et bien évidemment que les services financiers essaient de gérer ces effets externes, et c'est pourquoi ils mettent le cap, les contraintes sur les dépenses pour ne pas avoir l'inflation trop élevée. En fait, on a eu la période similaire en Russie et nos administrations publiques faisaient la même chose. Mais un des experts, en fait, disait qu'on ne peut pas ne pas assurer nos obligations vers les retraités et les autres groupes de population qui sont dépendants du budget, mais on pouvait investir plus aux projets d'infrastructure. Et en Arménie, par exemple, il y a un moyen de comment on peut gérer le surplus des capitaux, ce sont les dépenses sur les dépenses de défense. Est-ce que vous utilisez cet outil en Arménie en ce moment? Est-ce qu'il y a des dépenses uniques qui pourraient être avantageux en long terme? Merci pour cette question. Oui, en fait, si on a le projet comme ça, mais néanmoins, on n'investit pas autant en infrastructure, oui, on essaye d'augmenter les paiements aux services d'État, aux fonctionnaires. Et pour les projets en ce qui concerne les projets d'infrastructure, oui, on a des projets là, pas des projets importants, et il ne suffit pas d'avoir seulement le soutien de l'État. Normalement, on ne peut pas couvrir ce financement qu'avec le financement de la part d'État. Il faut d'autres sources de financement, oui. C'est comme en Russie. Да. Несколько других российских специалистов по финансам
En fait, c'est pas seulement moi qui a remarqué ça. Si on voit les avoirs d'Archive Invest Bank, leurs avoirs ont doublé. Donc, en fait, Arménie est en train de jouir l'influx de capitaux qui vient de Russie à cause de toutes ces entreprises qui étaient relocalisées, qui ont venu de Russie. Igor Frolov, j'ai une question également. Récemment, on très souvent regarde ce que font les pays qui mènent la politique monétaire non conventionnelle. Par exemple, la Turquie et même l'Arménie même, ils mènent la politique qui vise à renforcer le taux d'échange de la monnaie nationale. Et j'ai déjà posé cette question à mes collègues plusieurs fois parce que quand tu regardes cette situation et tu comprends ce qui est en train de passer, tu comprends que je ne sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Parce que oui, on voit que l'Arménie est en train de renforcer la monnaie nationale par rapport à tous ses partenaires commerciaux, y compris la Géorgie, la Russie. Et dans la présentation, on a entendu que cela est fait parce que, comme ça, ils peuvent gérer mieux le problème de la dette extérieure. Mais quels sont les avantages et les faiblesses de ces actions? Le taux d'échange fort comme ça, est-ce que ça met un contraint sur la croissance économique ou pas? Et est-ce que le problème de la dette extérieure est tellement important qu'on peut sacrifier la croissance économique? La réponse. Bon, en fait, c'est pas seulement à cause de la dette extérieure, c'est aussi l'anticipation, l'attente de l'inflation. Si on ne fait pas ça, l'attente d'inflation augmente et cela résulte en instabilité de marché. Et ici, je dois diviser cette large période en deux périodes, après et avant la guerre en Karabakh, après et avant 2020. Après 2020, l'anticipation d'inflation est moins importante et la population ne regarde pas autant le taux d'échange de drames parce qu'il y a des problèmes plus importants. Donc, et généralement, l'anticipation, l'attente de taux d'inflation est moins importante généralement pour la population aujourd'hui. L'effet positif de ces actions est très visible et l'effet négatif n'est pas tellement visible. Ce qui se passe dans notre économie aujourd'hui, c'est qu'on a commencé en 1996. Donc, mais c'est pas remarqué par la population. Chirov, comme quelqu'un qui consomme le cognac arménien, vous ne l'appelez pas vous ne l'appelez pas cognac, mais en fait, ce cognac qui vient d'Arménie devient plus cher que cognac de France. La réponse, en fait, on perd la compétitivité de nos biens parce qu'on n'a pas pris les niches quand il était encore libre. Un commentaire. Mais en fait, le capital qui a saturé le pays maintenant est redistribué vers la population d'Arménie. La réponse, mais en fait, cet effet, on le voit qu'un tout petit peu